Bonjour à tous. Donc, alors, en 10 minutes, je ne pourrai pas rentrer dans tous les détails de la classification des travaux sous section 3, sous section 4. Il est prévu que je vous fasse un petit retour en fait sur les principales obligations de la maîtrise d'ouvrage, donc vis-à-vis de l'entreprise qu'il sélectionne pour faire les travaux qu'il envisage de faire. Donc, on l'a déjà vu et répété suffisamment. Et que la maîtrise d'ouvrage a donc l'obligation de faire sa propre évaluation du risque, de se faire accompagner, comme on l'a rappelé ce matin dans la table ronde, de professionnels, de sachants, donc par une maîtrise d'ouvrage qualifiée, assurée pour les travaux qu'elle envisage de faire, et d'un coordonnateur SPS lorsqu'il y a des interactions ou des coactivités donc sur les sites, les sites où on envisage de faire les travaux. Donc, très schématiquement, la maîtrise d'ouvrage doit définir déjà, avant de passer commande des travaux, donc de bien définir le périmètre et la nature des travaux, de faire l'évaluation des risques, donc en faisant tous les repérages nécessaires, et donc le repérage amiante, afin d'assurer la santé et la sécurité de tous les intervenants sur le site, sur le chantier qu'elle prévoit de faire. Donc, depuis le début, dès la conception, pardon, jusqu'à la fin des travaux. Et aussi pour assurer la sécurité des occupants des locaux lorsqu'on parle de bâtiments, de bureaux, etc. Lorsqu'il y a des travaux de désamiantage à faire, la maîtrise d'ouvrage a pour obligation de sélectionner une entreprise certifiée donc pour les travaux de sous-section 3. Lorsqu'il y a, donc comme je le disais il y a quelques instants, lorsqu'il y a une multiplicité de travaux, d'intervenants et de nature d'intervention sur les sites, un coordonnateur SPS doit accompagner donc la maîtrise d'ouvrage dans tout simplement l'organisation et le suivi du chantier. Donc, l'entreprise, elle, une fois qu'elle est sélectionnée, elle est obligée aussi de faire son évaluation du risque. Et lorsqu'on parle d'amiante, lorsqu'on parle de travaux d'amiante, l'entreprise doit avoir en main tous les documents nécessaires pour en fait évaluer les travaux qu'elle doit mener, et donc mettre en lien avec le niveau du risque amiante. C'est-à-dire, elle doit avoir tous les repérages amiante qui lui permettent d'estimer les niveaux d'empoussièrement générés par les travaux qu'elle doit entreprendre, et donc tous les moyens nécessaires à la protection à la fois des salariés, des salariés et de l'environnement. Parce qu'on parle de santé et sécurité au travail, mais il faut garder en tête aussi la sécurité, comment dire, la maîtrise du risque vis-à-vis de l'environnement. Donc, la maîtrise d'ouvrage doit fournir tous les documents nécessaires à l'évaluation du risque pour l'entreprise afin qu'elle puisse mener à bien sa mission. Il y a un petit point d'attention, il ne faut pas confondre le DTA, qui est donc le dossier technique amiante, le diagnostic avant vente, et le diagnostic amiante partie privative, pardon, qui en soi est un diagnostic amiante, mais qui n'est pas exhaustif. Il faut bien répondre à l'exigence de fournir un diagnostic amiante exhaustif selon le périmètre des travaux envisagés. Donc,
certes, même si le dossier technique amiante doit être mis à jour régulièrement, il peut ne pas contenir toutes les informations nécessaires aux travaux que la maîtrise d'ouvrage doit envisager. Alors, un petit quiz. On a la petite question. Donc, le repérage amiante avant travaux a été donc inclus dans le Code du travail en 2017, en mai 2017. Selon vous, est-ce que le repérage avant travaux est équivalent ou pas au repérage avant démolition? Je vous laisse répondre. Voilà, donc on va laisser 10 secondes Souila pour répondre. Là, ça s'affichait, j'imagine sur toi tu le vois aussi à l'écran. Donc le RAT ne concerne pas les travaux de démolition, aucune différence, c'est le même repérage amiante. Le RAT et le RAD sont les deux obligatoires, mais ne sont pas issus des mêmes dispositions réglementaires. Allez, 5 secondes, 4, 3, je vois que ça existe, hein, un petit peu, Souila. C'était une belle question. 2, 1, 0, je mets fin au vote et je vous partage les résultats. Voilà, Souila, qu'est-ce qu'il en est? Ah bah, c'est très bien, je vois qu'il y a beaucoup de juristes avec nous. Donc, je te laisse avancer sur la diapo. Alors, si ça ne D'accord. marche pas, il faut appuyer sur la souris, hein, peut-être. Ouais. C'est bon. C'est bon. Donc, c'est bien la réponse C. Le repérage avant travaux et le repérage avant démolition sont bien évidemment les deux obligatoires, mais ne sont pas issus du même code. Donc, le repérage avant travaux, si on fait un focus sur le bâtiment, introduit par l'arrêté du 16 juin 2019, est bien issu du Code du travail et qui introduit aussi la norme repérage dans les bâtiments, la NFX 46020. Le repérage avant démolition, quant à lui, est régi par le Code de la santé publique et par l'arrêté du 26 juin 2013, qui concerne donc tous les travaux de démolition de bâtiments ou de réhabilitation lourde. Donc, avec tout de même une petite subtilité. Donc, le repérage avant travaux et le repérage avant démolition, selon la situation du bâtiment, doivent s'articuler, doivent être complémentaires. Donc, si le bâtiment est un bâtiment qui a été livré avant janvier 97, mais dont le permis de construire est d'avant juillet 97, et dont le dossier de consultation pour la démolition est paru après juillet 2017, les deux dispositifs, donc repérage avant travaux et repérage avant démolition, doivent se conjuguer. C'est-à-dire, il y a bien un repérage avant démolition, qui est issu du Code de la santé publique, mais doit se faire selon les prescriptions du repérage avant travaux. Et donc, en suivant la norme, la NFX 46020, dans sa version de 2017. Si on a un bâtiment qui a été livré après janvier 97, mais dont le permis de construire a été livré avant juillet 97, eh bien là, on ne fait que le repérage avant démolition selon les prescriptions du 26 juin 2013. Mais la DGT recommande très vivement, avant d'éviter tout problème d'assurance, de suivre tout de même la norme 46020 dans sa version de 2017 parce qu'elle est réputée comme règle de l'art dans le domaine du repérage amiante dans le bâtiment. Donc, la DGT a fait donc des plaquettes explicatives
pour la maîtrise d'ouvrage et aussi les entreprises afin qu'elles puissent aussi se retrouver. Donc, par rapport au repérage amiante avant travaux, mais aussi une plaquette explicative de toutes les exemptions qui sont citées dans le décret et l'arrêté, qu'on n'aura pas le temps de détailler ensemble. Donc, globalement et en conclusion, la maîtrise d'ouvrage doit bien faire sa propre analyse de risque, doit bien se faire accompagner par des professionnels sachants, assurés pour les travaux qu'ils doivent envisager, et veiller au respect, bien sûr, de la santé et sécurité de tous les intervenants et aussi de l'environnement du chantier. Les entreprises, elles aussi, bien évidemment, doivent évaluer leurs propres risques. On conseille les entreprises de développer quand même le dialogue avec la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, parce qu'un chantier, c'est un microcosme qui vit, qui peut avoir des imprévus, etc. Et donc, on encourage vivement le dialogue afin de pouvoir gérer au mieux le chantier. Et donc, voilà, en toute fin de mon intervention, je répète que la santé et la sécurité de tous est importante et relève de l'obligation de la maîtrise d'ouvrage et aussi des entreprises qui y interviennent.